D'après vous, que signifient les deux sessions de cette année pour la Chine? Pour la Chine, c'est un tournant, c'est le moment où le leadership de cette nation va se retrouver pour d'abord se féliciter, mais également évaluer ce combat, cette lutte qu'il y a eu pendant l'épidémie du Covid-19 en Chine. Quels sont les sujets qui vous intéressent le plus cette année? Quelles sont vos attentes? Mes attentes, les sujets qui attendent, c'est surtout les mesures qui vont accompagner la relance économique en Chine. Parce qu'une relance de l'économie chinoise signifie la relance de l'économie mondiale. Comment jugez-vous les résultats obtenus par la Chine dans la lutte contre la pauvreté? La pauvreté est d'abord une affaire de mentalité, c'est un mindset. Et quand on part sur ce terrain, on voit que l'approche de la Chine est un peu différente de l'approche que nous connaissons traditionnellement. Quels sont les changements qui vous ont le plus impressionné dans la société chinoise? C'est d'abord l'innovation et la technologie. Il n'y a plus de secteur aujourd'hui qui n'est pas gagné par l'innovation et la technologie. Et les modes de vie des gens? Ce qui est surprenant mais également agréable, c'est la combinaison de la modernité et de la culture. Quelles sont les perspectives des relations bilatérales entre les deux pays? Ces perspectives ont été revitalisées lors du sommet de FOCAC de 2018. Nos attentes, c'est la mise en œuvre rapide de ce plan d'action. Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre. Les relations entre la Chine et le Bénin n'ont cessé de se développer après le rétablissement de leurs relations diplomatiques en 1972. Aujourd'hui, il existe de nombreuses coopérations entre les deux pays dans les domaines du commerce, de la culture, de l'éducation et de la santé. À l'occasion des sessions de l'Assemblée populaire nationale et du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, nous allons interviewer l'ambassadeur du Bénin en Chine, M. Simon-Pierre Adovland, avec qui nous discuterons de la coopération bilatérale et de son expérience en Chine. Bonjour Monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview. C'est avec plaisir que nous recevons à l'ambassade du Bénin en Chine. Les deux sessions de cette année ont été repoussées à cause de l'épidémie de coronavirus. D'après vous, que signifient les deux sessions de cette année pour la Chine, mais aussi pour le monde? Cette année, depuis un peu plus de 3 ans que je suis en Chine, c'est la première fois que nous assistons à un report de date des deux sessions. Et tout le monde connaît les raisons pour lesquelles, c'est à cause de l'épidémie. Et pour la Chine, c'est un tournant, c'est le moment où le leadership de cette nation va se retrouver pour d'abord se féliciter, mais également évaluer ce combat, cette lutte qu'il y a eu pendant l'épidémie du Covid-19 en Chine. Mais c'est également pour la Chine et pour le monde entier, c'est une attente, une période d'attente où les organes décisionnels du pays vont se réunir pour révéler au peuple chinois, mais également au monde, les nouvelles directives, les nouvelles lois qui vont être prises au lendemain de cette épidémie. Donc ces deux sessions de cette année revêtent une grande importance et suscitent beaucoup d'attentes de la part des observateurs, mais également de la part du peuple chinois, parce qu'en ce moment, c'est comme nous sommes tous dans l'attente pour avoir le déclic, pour avoir les nouvelles perspectives, les nouvelles instructions du leadership chinois. Donc c'est un moment très important, c'est un moment stratégique, c'est un grand tournant que nous vivons à travers les deux sessions de cette année. Comme ce que vous avez dit, les deux sessions annuelles sont un événement politique majeur de la Chine. C'est aussi l'opportunité d'observer le développement de la société et l'économie chinoise. Quels sont les sujets qui vous intéressent le plus cette année? Quelles sont vos attentes? Les attentes de cette année, c'est d'abord écouter le discours, le rapport du Premier ministre Li Keqiang, qui va être fait à l'occasion de ces deux sessions, mais également le rapport de la Commission de développement, pour voir quelles sont les performances de l'économie chinoise, mais également quelles sont les perspectives. Parce qu'une relance de l'économie chinoise signifie la relance de l'économie mondiale, parce que tout le monde sait que l'épidémie, la pandémie de Covid-19 a affecté aussi bien l'économie au plan national chinois, mais également l'économie mondiale, et c'est forcément de ce qui va sortir de ces deux sessions qui permettront de donner l'ampleur,
mais également d'avoir une idée précise de comment la Chine va déployer ses efforts à partir de maintenant. Mes attentes, les sujets qui attendent, c'est surtout les mesures qui vont accompagner la relance économique en Chine. Quelles sont les mesures qui vont être annoncées? Quelles sont les nouvelles réglementations qui vont être amenées? C'est également ce qui concerne le développement du secteur sanitaire. Parce que nous voyons que cette épidémie a ébranlé le système sanitaire aussi bien en Chine que partout dans le monde. Quelles sont les mesures que la Chine va proposer? Comment la Chine va sortir de cette épidémie avec une évaluation de son système sanitaire? Quelles sont les mesures correctives? Et comment les autres pays peuvent s'inspirer de ce que la Chine va faire? Donc, c'est des moments d'attente, mais également de très grandes attentes pour ce qui me concerne personnellement. C'est de voir quelles sont les nouvelles pistes de coopération que la Chine propose pour éviter désormais que nous ne puissions vivre ce genre d'épidémie, même si ça ne peut pas être prévu à l'avance. Mais quelles sont les mesures d'accompagnement? Quelles sont les nouvelles mesures pour renforcer le système sanitaire, aussi bien en Chine, et comment les autres pays pourront s'en inspirer? Voilà un peu les points d'attente de cette session pour ce qui concerne le Bénin. Durant cette période très particulière de cette année 2020, comment contrôler l'épidémie, comment sortir de la stagnation économique et reprendre l'activité? Ce sont des questions auxquelles la Chine a dû répondre en premier. Plus concrètement, comment jugez-vous les résultats ou les efforts faits par la Chine dans la lutte contre le coronavirus? Je peux dire que j'ai eu la chance de vivre cet événement parce que depuis le mois de décembre, je n'ai pas quitté la Chine. J'ai vécu les événements de la Chine. Et nous pouvons dire que depuis le 23 janvier, où il a été décidé de fermer la ville de Wuhan, nous avons vu comment se déployer. Les mesures se sont enchaînées au niveau de la Chine. Je me souviens de ces images, de toute cette convergence des médecins, aussi bien civils que militaires, vers l'épicentre de Wuhan. Mais comment également la population chinoise, dans la discipline, suivait les instructions et les mesures prises par le gouvernement chinois, par le comité central du Parti communiste chinois. Je pense que c'est quelque chose qui est impressionnant. C'est comme si nous avons une guerre où on a vu tout un peuple, aussi bien civil que militaire, se mobiliser pour affronter cet ennemi invisible qui menaçait tout le pays. Je pense que nous devons tirer un coup de chapeau à la Chine. Nous devons féliciter la Chine pour cet événement. Il faut prendre les chiffres pour voir, apprécier à sa juste valeur l'effort fourni par la Chine. Sur une population d'environ 1,4 milliard d'habitants, nous avons moins de 100 000 morts. Nous avons plus de 70 000 personnes qui ont été guéries. Ça montre l'effort national qui a été fait pour contenir cette épidémie. Et je pense qu'il y a de quoi féliciter la Chine. Nous avons vu également l'élan de solidarité qui s'est déployé au plan national vis-à-vis de la population. Moi, j'ai vu la manière dont les approvisionnements se faisaient. Tout le pays était en confinement, mais les approvisionnements se faisaient dans les communautés. Et ça, c'est des éléments importants qui montrent le système d'organisation qui a été mis en place face à cette épidémie. Bravo à la Chine. La Chine est le premier pays qui a fait face à cette épidémie et puis cette épidémie s'est propagée dans les restes du monde. Mais nous avons aussi vécu la solidarité et les entraides entre tous les pays. Mais certains médias occidentaux pensent que l'aide chinoise à d'autres pays dans la lutte contre le coronavirus a pour objectif d'accroître son influence. Qu'en pensez-vous? Non, je pense que si la Chine n'avait rien fait, si la Chine ne venait pas au secours, on allait aussi avoir d'autres formes de critiques. Je pense que c'est des mesures, ou du moins c'est des commentaires qui sont inhérents à nos sociétés. Pour ce qui me concerne, nous avons vu dans le sens, au moment où la Chine avait été frappée, au début de l'année, nous avons vu un élan international des amis de la Chine venir au secours de la Chine. Et forcément, la Chine, dans ce même élan de solidarité, est venue au secours quand cette épidémie s'est propagée dans le monde. Donc pour moi, ces commentaires ne sont pas justes. Non seulement ne sont pas justes, mais ne traduisent pas la réalité des sentiments de coopération qui unissent
la Chine et les autres pays dont on parle, notamment les pays africains, notre relation avec la Chine et cette solidarité ne date pas du Covid-19. Cette solidarité existait, donc le don que la Chine a fait à ces pays rentre dans le cadre normal de nos relations qui existaient depuis des années, qui ont survécu au temps, qui ne sont pas basées sur l'achat d'influence, mais sur une communauté de destin, une communauté de vie, une communauté également de partage et d'échange qui ont toujours soutenu, qui ont été les valeurs qui sous-tendent la coopération entre la Chine et les pays dont il s'agit. Donc je pense que ces commentaires ne sont pas fondés, mais nous sommes dans un monde ouvert où chacun est libre de faire ses analyses. Mais pour ce qui nous concerne, le don de la Chine n'est pas fait pour acheter de l'influence, mais également, surtout pour renforcer nos coopérations. Alors, comment jugez-vous le rôle joué par la Chine dans la lutte contre cette épidémie? Je pense que la Chine a joué un rôle de transparence et de responsabilité. Nous avons vu au début de cette crise les missions de l'Organisation mondiale de la santé en Chine. Nous avons vu également le partage d'informations qui a été fait par la Chine au plan scientifique, mais également au plan de la communication sur cet événement. Après, quand l'épidémie est sortie et s'est répandue, a été muée en pandémie, nous avons vu également l'élan de solidarité de la Chine, pas seulement du gouvernement chinois, mais même du secteur privé chinois. Moi, quand je prends le cas de mon pays, le Bénin, nous avons reçu de l'assistance aussi bien du gouvernement chinois, mais également du secteur privé chinois qui, dans un élan de solidarité, est venu partager le fardeau que représente cette pression sur le système sanitaire de tous les pays. Donc je pense que de façon responsable, de façon solidaire, la Chine a joué un rôle central parce qu'elle a été le premier pays ayant été victime de cette épidémie. Pour moi, c'est quelque chose à saluer. Cette année, l'année 2020, est une année cruciale pour la Chine pour réaliser l'objectif d'éliminer la pauvreté et de construire une société de moyenne aisance. Comment jugez-vous les résultats obtenus par la Chine dans la lutte contre la pauvreté? Je pense que ces résultats sont impressionnants, pas seulement au niveau pour ce qui me concerne, ça fait depuis que je suis là, j'ai eu l'opportunité d'aller sur le terrain, de visiter des villages qui ont bénéficié de ce programme de lutte contre d'élimination de la pauvreté. Et je donne l'exemple de Langkao, dans la province de Henan, où j'ai vu comment une communauté qui avait comme activité de base les instruments traditionnels chinois, les instruments de musique traditionnels, mais comment les programmes de sortir de la pauvreté a pu organiser ces femmes pour faire de ces instruments traditionnels un lieu de tourisme, pour avoir des revenus. Donc, quelque chose qui part des activités traditionnelles d'une communauté pour les amener à transformer ces activités en source de revenus. J'ai vu récemment dans le village de Henge, non loin de Chongqing, comment des communautés, des coopératives qui faisaient des cultures d'oranges ont modernisé à travers le programme de lutte contre la pauvreté leurs activités et rentrer sur le marché international, le marché national, le marché international, à travers le commerce électronique. Pourtant, c'est un village très reculé du centre-ville de Chongqing. Donc, ce qui a été fait, non seulement est adapté aux réalités chinoises, mais également a permis à un grand nombre de sortir de leurs conditions. Mais cela m'amène à voir le concept même de l'approche que nous avons de la pauvreté. La pauvreté est d'abord une affaire de mentalité, c'est un mindset. C'est comment transformer déjà la mentalité. Et quand on part sur ce terrain, on voit que l'approche de la Chine est un peu différente de l'approche que nous connaissons traditionnellement. En Chine, on parle de sortie de la pauvreté. Traditionnellement, on parle de lutte contre la pauvreté. C'est deux concepts différents. Sortir de la pauvreté, c'est que la personne prend conscience que la condition dans laquelle elle n'est pas normale, il faut qu'elle sorte de là pour aller quelque part, c'est-à-dire vers la prospérité. Lutter contre la pauvreté, c'est que vous acceptez votre condition et vous restez là, on vient vous assister de façon permanente. Et je pense que ce qui a été fait pour l'élimination de la pauvreté en Chine est quelque chose qui doit être partagé
parce qu'il faut sortir de la pauvreté, changer de mentalité pour aller vers la prospérité. Vous avez cité des exemples très concrets en Chine dans la lutte contre la pauvreté. La Chine est aussi très attachée au concept de communauté du destin pour l'humanité et très active au niveau international pour réduire la pauvreté. Existe-t-il des projets de coopération entre la Chine et le Bénin dans ce domaine? Oui, je peux citer deux domaines, le domaine de l'agriculture et le domaine de l'eau potable aux populations. Parce que on pourrait citer également l'éducation, mais je prendrai l'agriculture et l'eau potable. Dans le secteur de l'agriculture, nous avons une coopération avec la Chine où nous avons un centre de formation dans le secteur de l'agriculture, notamment orienté vers les jeunes, parce que nous avons une population à majorité agricole, à majorité rurale. Donc ces activités, ces centres de formation donnent des cours de renforcement de capacité, mais également de nouvelles techniques culturelles pour augmenter la productivité des différentes cultures que nous avons. Donc nous avons ce centre de formation qui a été réalisé en partenariat avec la Chine, qui fonctionne très bien au Bénin et qui apporte l'assistance aux jeunes agriculteurs. Dans le domaine de l'adduction d'eau, dans le domaine de l'eau potable aux populations, nous avons des programmes avec la Chine où, sur le financement de la Chine, nous apportons des points d'eau, de l'eau potable aux populations, mais dans des zones reculées, dans des zones de collines où les forages sont difficiles, mais avec le financement de la Chine et également avec la technologie chinoise, nous arrivons à apporter de l'eau aux populations les plus démunies. C'est un des programmes phares du programme président de la République, le président Patrice Talon, apporter de l'eau potable aux populations les plus démunies. Et ce sont des exemples réussis qui fonctionnent très bien à travers la coopération avec la Chine dans le cadre des programmes de lutte contre la pauvreté. Et sur le point du résultat, quels ont été les changements? En fait, les changements en prenant l'eau, d'habitude, avant ces programmes, il faut parcourir des kilomètres pour avoir accéder à des points d'eau qui ne sont souvent pas de l'eau potable. Mais aujourd'hui, les populations ont accès à l'eau potable en restant dans leur environnement quotidien, ce qui leur permet de gagner du temps pour consacrer ce temps aux activités génératrices de revenus. Donc forcément, ça les sort de la pauvreté, ça leur apporte un revenu en gagnant du temps, mais également réduire les dépenses de santé parce qu'en consommant de l'eau non potable, c'était des sources de maladies. Maintenant, en donnant de l'eau potable, non seulement ils gagnent du temps, ils n'ont plus de grandes distances à parcourir pour pouvoir aller chercher de l'eau qui n'est souvent pas potable, mais également ils ont accès à de l'eau potable, ce qui améliore leurs conditions de vie et leur permet de consacrer plus de temps aux activités génératrices de revenus. Ça, c'est des impacts essentiels, importants sur la vie des populations. En fait, il existe encore beaucoup de défis à relever dans ce domaine, dans la lutte contre la pauvreté. L'expérience de la Chine peut-elle être utile à d'autres pays? Forcément, je parlais déjà même du concept tout à l'heure, en lisant le livre du président Xi Jinping, Sorti de la pauvreté, il y a des idées qui peuvent être appliquées dans des pays, mais également en termes de programmes de lutte contre la pauvreté qui ont été développés en Chine, qui peuvent être appliqués, mais tout en tenant compte des conditions économiques et sociales des pays dans lesquels il faut s'appliquer. Donc c'est toujours un mécanisme de partage d'expérience où nous améliorons ce que nous avons vu, ne pas faire du copier-coller direct, mais adapter à chaque fois les expériences que nous avons vues ici en Chine, les adapter aux conditions socio-économiques de nos pays. Par exemple, quels sont les autres domaines que vous avez déjà pensé à suivre l'exemple de Chine, les choses que vous avez vues, vous avez vécues en Chine? D'abord, il faut voir au niveau de la jeunesse, l'organisation de la jeunesse, la formation, parce que l'éducation est centrale. Donc, l'organisation au niveau des communautés telles que c'est fait, mais les formations qui sont données sont des exemples qu'on peut appliquer. Mais dans le domaine de l'éducation, notamment l'éducation des femmes, l'éducation des filles, sont des exemples que j'ai vécus. J'ai parlé tout à l'heure de cet exemple de Langkao, qui sont des exemples qu'on peut appliquer dans nos communautés,
organiser les femmes autour d'activités génératrices de revenus, mais tout en les intégrant dans leur environnement. Ce sont autant d'exemples que nous pouvons partager déjà. Pas que nous pouvons partager, que nous partageons déjà avec les communautés, avec certaines ONG, et à travers l'ambassade de Chine à Cotonou également, qui a des programmes sur lesquels nous travaillons ensemble, pour que des expériences qui ont réussi en Chine puissent être partagées avec les communautés à la base au Bénin. Et quels sont les autres domaines de coopération entre les deux pays? Les domaines de coopération sont variés, mais je vais prendre 3 domaines dans lesquels nous travaillons en ce moment. Dans le secteur de l'éducation, nous avons des bourses, des jeunes étudiants béninois qui viennent étudier en Chine, qui font de renforcement de capacité. Nous avons également au niveau des infrastructures communautaires, notamment des cités universitaires sur les campus du Bénin. Nous avons des centres de santé, mais nous avons aussi une coopération dans la médecine traditionnelle chinoise et la médecine traditionnelle béninoise, parce que le Bénin est réputé avoir une médecine traditionnelle pointue, reconnue, mais il faut passer à une étape supérieure, c'est-à-dire la modernisation de la médecine traditionnelle chinoise qu'on voit ici, comment amener la médecine traditionnelle béninoise à ce niveau de perfectionnement, à ce niveau de modernisation. Ce sont des pistes de coopération. Notamment, nous avons la coopération traditionnelle dans les infrastructures, le développement des infrastructures. Nous travaillons en ce moment avec la Chine pour la construction du nouvel aéroport du Bénin, l'extension du port du Bénin. Ce sont autant de points, de sujets de coopération sur lesquels nous travaillons. Mais tout ceci dans le cadre non seulement de la coopération bilatérale, mais également de la coopération sino-africaine à travers le FOCAC, le Forum de coopération sino-africaine. Et vous vivez depuis très longtemps en Chine. Quels sont les changements qui vous ont le plus impressionné dans la société chinoise? Je citerai peut-être 3. C'est d'abord l'innovation et la technologie. C'est impressionnant. Il n'y a plus de secteur aujourd'hui qui n'est pas gagné par l'innovation et la technologie, ce qui donne de l'accélération au développement en Chine. Nous avons ce qui m'impressionne également, c'est le développement de l'e-commerce. Quand on voit les différentes plateformes de commerce électronique aujourd'hui en Chine, la période de confinement de la pandémie nous a montré l'efficacité du système de commerce électronique en Chine. Et c'est impressionnant. Et le troisième, c'est les infrastructures. Quand on voit la vitesse à laquelle les infrastructures sont réalisées dans les provinces, à la capitale, c'est normal. Dans tous les pays, la capitale est traitée avec beaucoup d'attention. Mais ce qui est impressionnant en Chine, c'est que toutes les villes, toutes les provinces sont au même rythme de développement que la capitale. Et ça, c'est quelque chose d'impressionnant en Chine. Et les modes de vie des gens? Ce qui est surprenant, mais également agréable, c'est la combinaison de la modernité et de la culture. Non seulement nous voyons la modernité dans la vie quotidienne des Chinois, mais également l'attachement à la culture. Quand vous voyez le Nouvel An chinois, tous ces mouvements de population qui rentrent dans la culture de la famille, que les gens retournent en famille, passer du temps en famille, quelle que soit la modernité qui a atteint la Chine, mais c'est une valeur traditionnelle, culturelle qui est restée. Quand on visite les musées en Chine, nous voyons que ce n'est pas les étrangers qui sont la population majoritaire qui visite les musées, mais c'est les nationaux qui sont toujours attachés à la culture, à leur culture, qui sont attachés à la connaissance de leur passé. Et ça, c'est quelque chose de fondamental que je vis en Chine. J'ai eu la chance de parcourir plusieurs provinces, mais c'est le même dynamisme, c'est le même engouement, le même attachement à la culture que nous voyons. Et c'est quelque chose de fondamental parce qu'un peuple qui perd sa culture a perdu son âme. Et nous voyons que la Chine a maintenu son âme en s'attachant à sa culture. Alors, vous avez dit que vous avez visité beaucoup de provinces. Quelles ont été les provinces ou les endroits que vous aimez le plus en Chine? Je peux dire que chaque province a sa particularité. Je prends la province de Fujian. Vous voyez la mer, vous voyez les populations. Quand vous allez à Henan, c'est toute une autre culture que vous voyez. Quand vous allez à Jiangxi, c'est autre. Donc chaque province a sa particularité, a quelque chose qui vous retient. J'ai parlé tout à l'heure de Langkawi.
où nous avons vu ces femmes avec la musique traditionnelle, les instruments de musique traditionnelle, mais qui sont portés maintenant à un niveau où on ajoute de la valeur à cela. Et c'est ça qui fait la diversité de la Chine et montre la richesse culturelle de la Chine. Ça me rappelle mon propre pays, où la culture reste quelque chose de fondamental, quelque chose qui est comme un ciment de la société. Et c'est la même chose que nous retrouvons ici. Pour la petite histoire, le premier centre culturel chinois sur le continent africain a été construit dans mon pays, le Bénin, dans les années 70. C'est pour montrer la similarité de la culture comme fondement essentiel de la société dans les deux pays. Et personnellement, quel aspect de la culture chinoise vous attire le plus? C'est la cuisine chinoise, parce qu'elle est très variée d'une province à une autre. Ça vous permet d'avoir une palette. Quand vous êtes dans le sud, ce n'est pas le même goût que quand vous êtes dans le centre ou quand vous êtes dans le nord. J'ai été à Inner Mongolia, à Olombert, où on a dégusté la viande, mais quand vous allez dans le sud, c'est pas la même. Donc la cuisine chinoise, elle est très variée et les goûts sont variés. C'est quelque chose d'impressionnant et d'intéressant. Et quand vous allez à Hainan, par exemple, ça vous rappelle l'Afrique par le climat, mais également par certains produits comme la banane, comme le manioc que vous retrouvez et qui vous rappelle la cuisine africaine. Donc c'est vraiment très varié et c'est comme on fait un voyage à travers la Chine, mais à travers la cuisine. À chaque étape, on découvre quelque chose de nouveau. C'est assez intéressant et impressionnant. Comme ce que vous avez dit tout à l'heure, les coopérations bilatérales entre les deux pays se développent non seulement dans le cadre des relations bilatérales, mais aussi dans les relations sino-africaines. Le Bénin est un pays très important, partenaire de la Chine en Afrique. Quelles sont les perspectives des relations bilatérales entre les deux pays? Les perspectives sont très très bonnes. Ces perspectives ont été revitalisées en septembre 2018 lors du sommet du Forum de coopération entre la Chine et l'Afrique, le FOCAC de 2018, où le président, son Excellence Patrice Talon, a eu un entretien avec son homologue chinois, son Excellence le président Xi Jinping, où nous avons parcouru, fait une évaluation de la coopération et projeter l'avenir. Et cet avenir projeté se retrouve dans les 8 initiatives annoncées par le président Xi Jinping lors de ce sommet, qui sont maintenant transformées en plan d'action et qui sont prêts à être mises en œuvre. Et nos attentes, c'est la mise en œuvre rapide de ce plan d'action qui a été élaboré, qui doit être déployé sur la période 2019-2021. Nous avons eu un petit retard parce que la pandémie a retardé toutes nos activités. Mais ce retard également permet d'actualiser ce plan d'action par rapport aux priorités d'aujourd'hui. Donc mes attentes aujourd'hui, c'est la mise en œuvre de ce plan d'action. Les ressources qui ont été mobilisées, qui sont disponibles, doivent être déployées. Et je pense que dans les jours à venir, nous allons avoir les concertations. Mais il y a des secteurs sur lesquels, qui me paraissent des secteurs prioritaires, qui sont déjà mentionnés dans le plan d'action, qui sont la coopération au niveau du renforcement du système sanitaire des pays africains. Il y a également le développement de la santé publique par rapport aux questions majeures de l'heure au niveau du monde. Nos deux leaders sont en parfaite harmonie sur ces questions. Donc nous avons le leadership qui est en harmonie. Les techniciens ont déjà travaillé sur les plans d'action. Il reste seulement à dérouler. Et je pense que les perspectives sont très bonnes. Et à chaque partie maintenant de retrousser les manches, de se mettre au travail pour la mise en œuvre de ces plans d'action. Merci. Merci beaucoup. Merci.